Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 85e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Rostislav Olech. C'est bien trouvé. Ça sonne solide, son frérot. Aujourd'hui, dans le 85e épisode de Dans les Gradins, on parle notamment hockey. Et quand je dis notamment, bon, c'est entièrement hockey, puisque dans le segment mise en échec, qui sera, soit dit en passant, divisé en deux parties, la première, on parle bien évidemment de la formation canadienne pour les mondiaux juniors. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, 27 joueurs ont été invités, que 3 coupures à faire avant le début du tournoi. On en jase, bien évidemment. Et par la suite, moi et Phil, on va jaser aussi du côté olympique parce qu'il y a eu une nouvelle qui a un peu choqué notamment les analystes du sport. La glace qui n'est pas olympique pour les Jeux olympiques est même un peu plus petite que la largeur normale pour une glace du côté de la LNH. On jase de ce que ça pourrait changer, de ce qu'on en pense et peut-être que ça pourrait aussi affecter la sélection, que ce soit canadienne, américaine ou peu importe le pays représenté aux Jeux olympiques. Évidemment, notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 85e épisode. Mais pour débuter, bon, on jase de la formation canadienne et Phil qui va s'attaquer un peu plus du côté entraîneur de la chose. Je vais m'attaquer plus du côté des joueurs pour la formation canadienne qui ont omis quelques noms à leur actif. Bon, faut mentionner aussi l'idée que Sam Dickinson pourrait rejoindre l'équipe. Sam Dickinson, Dale Hunter se connaissent très bien, mais parle-nous justement là, du côté des entraîneurs-chefs de cette formation canadienne. Est-ce que tu nous as préparé pour ce segment? Ouais, non, écoute, je vais pour les entraîneurs un peu, mais surtout juste l'organisation. C'est pas que les entraîneurs, c'est vraiment l'organisation en général, en partant de la direction jusqu'au rôle d'entraîneur, bien entendu, parce que je pense que on peut trouver des failles peut-être un peu là, lorsqu'on regarde à travers justement les dernières années. C'est clair que dans ce niveau-là, dans le cadre même de cette équipe, il y a eu peut-être des petits pépins au cours des dernières années. Et déjà, pour vous mettre un peu le contexte, puis je vais en parler parce que c'est notre plus récent échantillon, c'était l'année dernière, où le Canada vraiment a connu un tournoi médiocre, on va se le dire. Ouais. Et donc, je cherche à rebondir. Le Canada, cette année, pour la première fois de l'histoire du tournoi, l'équipe n'a pas atteint les demi-finales lors des 2 dernières éditions. Ce qui est étonnant, franchement, pour une équipe quand même qui a connu du succès historiquement comme le Canada. Et la dernière édition, surtout, s'est avérée particulièrement désastreuse, à commencer par une sélection qui était discutable, on peut le dire, écartant plusieurs joueurs de talent. Écoute, il y avait Michael Misa qui manquait à l'appel, Michael Hage, Carter Yakimchuk, Andrew Crystal, Matthew Wood aussi. Et je sais pas, écoute, je suis pas un expert en ce qui a trait au talent junior, mais à mon avis, c'était une sélection qui était trop prudente. On a été peut-être un peu frileux, je pense, du côté du Canada. On a voulu miser sur la solidité, alors qu'on sait qu'historiquement, c'est un tournoi qui récompense le talent, généralement. Ouais. Ce tournoi-là, il achève. Et on a payé le prix parce que on a constaté rapidement que cette équipe-là manquait cruellement d'offensive. Ça a été ça, vraiment. C'est là que le bas a blessé l'année dernière. Et écoute, en 5 matchs, Mathieu, c'était 13 maigres buts qui avait été marqué par l'équipe canadienne. C'est totalement insuffisant. C'est à peine si on en a marqué plus que le Kazakhstan, qui en avait marqué 11 là, en autant de matchs. Et Dave Cameron, derrière le banc, n'avait simplement pas les réponses. Il se détournait aussi, à mon avis, des combinaisons qui semblaient naturelles. Puis lorsqu'il a finalement décidé de réunir certains joueurs qui avaient peut-être plus de chimie, il était déjà trop tard. Ouais, je me suis de Porter Martin qui était là pour les quarts de finale. Ça avait fait du bien au Canada, mais bon. Oui, absolument. Et c'est sous sa supervision aussi que le Canada a encaissé la première défaite de son histoire face à la Lettonie, si on se souvient bien. Et certains même se rappelleront là, qu'au lendemain de cette catastrophe sans précédent, M. Cameron annule la pratique prévue à l'horaire du Canada, ce qui est pour moi incompréhensible. Yeah. C'est un grand manque de rigueur. C'est juste impermissible. Écoute, l'équipe vient de connaître un des plus grands désastres de son histoire. Puis tu dis, regarde les gars, prenez une journée de congé. Mériter une journée de congé. Ça passe pas. D'ailleurs, il y a 2 autres séances aussi qui ont été supprimées de l'horaire par la suite. Après la défaite face aux États-Unis, ça a été la même chose. Puis le morning skate avant les quarts de finale également.
Et après tout ça, dans la conférence de presse de clôture du tournoi, lorsqu'on lui a demandé s'il avait des regrets par rapport à comment ça s'était passé, il a eu l'audace de répondre simplement non. Aucun regret de mon côté. Et écoute, je ne sais pas quoi en penser. Si ça, c'est pas un signe qu'il faut tourner la page. 100%. En tout cas. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, parce qu'on amène Dale Hunter à la barre de l'équipe cette année. Et clairement, a un lourd mandat entre les mains. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir quel sera son message, notamment par rapport à la discipline. En tant qu'ex-dur à cuire aussi des Caps, ayant cumulé plus de 3500 minutes de pénalité en carrière, prend les rênes d'une équipe canadienne qui avait passé 113 minutes au cachot l'an dernier dans ce tournoi-là, soit 34 minutes de plus que toute autre équipe au cours de l'événement. Mm-hmm. Donc ça, ce sera un message à passer. Mais bon, cela dit, de toute façon, c'est une équipe qui est très différente cette année. Yeah. Et écoute, Mathieu, je te renvoie peut-être la question. Est-ce qu'on est sur la bonne piste, d'après toi, pour redresser une équipe Canada qui a un peu manqué, on pourrait dire, d'ambition au cours de la dernière tournoi? Je vais dire que sur papier, par rapport à l'an passé, c'est nettement supérieur. Puis il y a clairement une ligne directrice par rapport à la sélection canadienne cette année. De base, il ne faut pas oublier que chez les attaquants, tout le monde, à l'exception de Gavin McKenna, est un choix de première ronde. Là, tu vas me dire, c'est parce que McKenna n'est pas repêché. Je vais te dire, absolument que c'est ça la raison. On est d'accord. Et au moins un joueur qui sera repêché dans le top 3 cette année. Du côté défensif, c'est tous des joueurs aussi qui sont repêchés en première ronde, sauf Harrison Brunick, qui lui joue dans la LNH, soit dit en passant. Et Ethan McKenzie qui n'a pas été repêché, et Keaton Vierhoff qui sera aussi dans le top 3 du prochain repêchage. Tous des joueurs de talent, déjà là, on a mis ça sur la table, mais c'est aussi tous des grands et des gros gaillards. Tous ces joueurs-là, à l'exception de quelques joueurs, sont au moins 6 pieds. Le plus petit attaquant est 5 pieds 11, Phil. Et je pense que la réglementation était claire pour le Canada cette année, c'est d'apporter des joueurs de talent, mais qui ont aussi une certaine taille, une certaine férocité, un peu comme les Panthers, on peut voir, qui ont remporté 2 coupes de suite. L'an passé et l'année d'avant. Et côté défensif, c'est la même chose. C'est des monstres à la ligne bleue pour le Canada, à l'exception près de Zane Perek, qui est un joueur élite côté junior, là, pas dans la Ligue nationale présentement, mais va devenir certainement un défenseur à surveiller. Et un jeune Keaton Vierhoff qui est 6 pieds 2, 212 livres à 17 ans, ça fait aucun bon sens. Mais écoute, la ligne directrice canadienne, je crois qu'elle est là, elle est bonne. Mais je te parle de poids, Phil, mais je te parle aussi d'énormes talents sur cette équipe-là. Ouais. Tu sais, quand on regarde l'équipe américaine, tu regardes le 6, le bottom 6, dans le fond, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Comme on ne connaît pas ces personnes-là. Pas que ça va changer quelque chose, on ne connaît pas l'équipe de la Lettonie et bizarrement, il nous bat quand même. C'est pas ça que j'essaie de dire. Je dis juste que des noms comme Cole Reshney, Sam O'Reilly, Jake O'Brien qui vont jouer sur un 4e trio, ça fait aucun sens, mais ça fait du sens parce que l'équipe est tellement forte offensivement qu'on n'a pas le choix de les mettre là. J'adore l'ajout de joueurs aussi qui vont jouer ensemble durant la saison régulière de la Ligue. Je parle notamment de plusieurs joueurs des Bulldogs de Brantford dans la OHL. Et écoute, la OHL est largement représentée d'ailleurs dans ces sélections-là. Mais ça fait aussi du bon sens parce que Dale Hunter, il coach dans la Ligue ontarienne aussi, tu sais, et il va aller chercher d'ailleurs Sam O'Reilly qui connaît très bien chez les Knights de London. Mais du côté des Bulldogs de Brantford, tu as Jet Luchenko qui vient tout juste d'être acquéri là, a joué 5 matchs avec les Bulldogs. Son coéquipier trio, Jake O'Brien, qui connaît une saison monstre, a été repêché l'an dernier. Écoute, sur le Québécois, on en a déjà parlé là, quelques jours passés, c'est Caleb Desnoyers. Puis Caleb Desnoyers va se retrouver sur un 4e trio. Va faire très bien. Caleb Desnoyers, c'est un gars que tu peux pas enlever de cet alignement-là, bizarrement. Comme j'ai essayé de voir qui j'enlèverais. Premièrement, j'ai pas vraiment pu penser à quelqu'un que je suis convaincu qui pourrait sortir de cette sélection-là parce qu'ils sont tous vraiment bon. Et Caleb, c'est tout simplement un gagnant sur la patinoire. Il a gagné partout. Je ne comprends pas pourquoi tu l'enlèverais. J'ai donc décidé d'enlever pour ma coupure d'attaquant TJ Ginla. Et ça va paraître surprenant, mais de tous les joueurs qu'il y a là, je trouve que TJ Ginla apporte évidemment beaucoup d'offensives, mais peu défensivement.
Puis je pense que c'est un peu l'idée d'avoir beaucoup de joueurs des deux sens de la glace. Je ne vais pas tout te lire les noms, mais à 80%, c'est des centres sur cette équipe-là. C'est des gros centres qui sont bons des deux sens de la glace. Évidemment, on jouait aussi du bon hockey junior. Tidge, c'est un ailier droit avec beaucoup de talent. C'est un choix de première ronde, 6e au total à Utah. Joue dans une ligue de l'Ouest qui est beaucoup moins forte que la Ligue ontarienne aussi. Je ne peux pas vraiment dire de bonnes raisons pourquoi Tidge n'est pas là. Je peux juste te dire que c'est la seule personne que j'ai vue qui était peut-être légèrement moins à sa place. Et côté défensif, bon, t'as des noms comme Ketchon Aitchison qui va certainement être sur cette équipe-là. Est un train et Dale Hunter adore les trains. Il en était un d'ailleurs, et tu l'as déjà mentionné, c'est 3000 quelques minutes de pénalité. Harrison Brunick va certainement être là. Harrison Brunick, pour moi, c'est le meilleur défenseur de cette équipe-là. C'est lui qui a le plus d'expérience à un plus haut niveau aussi. Carson Kurels, c'est le point d'interrogation de cette formation-là, parce que c'est un nouveau dans le top 5 du repêchage de l'an prochain. Personne n'avait vraiment aperçu Carson Kurels, qui joue aussi dans la ligue la plus à l'ouest, c'est-à-dire pour les Cougars de Prince George. Hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Je crois qu'Ethan McKenzie, toutefois, sera la personne qui sera retranchée là. Un jeune défenseur des Oil Kings d'Edmonton qui n'a pas été repêché dans la ligue, n'a pas joué tellement au niveau junior non plus, n'a pas cette expérience que des joueurs comme Ben Danford devant lui pour avoir. Zane Perek, évidemment, va être sur cette équipe-là, va être le corps arrière de l'avantage numérique. Jackson Smith aussi va être là, joue dans l'NCAA présentement, avec Gavin McKenna d'ailleurs. Et évidemment, Keen Vierhoff qui va être là. Et finalement, bon, côté gardien, c'est pas compliqué. Je crois qu'on va juste garder les deux de l'an passé, Carter George et Jack Evankovich. Yeah. Joshua Ravensburgen, pour avoir son tour l'an prochain. Pardon? C'est pas de leur faute si on a perdu. Aucunement. Écoute, autant George qu'Evankovich, c'est deux monstres. J'ai vu Jack Evankovich jouer à plusieurs reprises, notamment au Jeux du Canada aussi, lorsqu'il était là dans cette même année-là. Et quelqu'un qui est très compétitif et adore gagner pour sa formation, qui ont d'ailleurs gagné les Jeux du Canada. Shout-out Matthew Schaefer, qui ne peut pas être là. Ben, aurait pu être là, mais ne sera pas là pour les mondiaux juniors. Yeah. C'est dommage. Ben, écoute, tout comme Macklin Celebrini, tous ces gars-là qui ont... Ben Kindle, qui pourraient être de la formation, mais sont juste trop forts. Yeah. Et c'est ce que je trouve dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Faut aussi mentionner les exclus. Et un exclu que j'aimerais noter notamment, c'est Marek Vanacker. Marek Vanacker domine la Ligue ontarienne présentement au chapitre des points, a été juste complètement oublié, un peu comme qu'on a fait avec Michael Misa l'an dernier, qui était aussi le meilleur pointeur de la Ligue ontarienne et n'a pas été sélectionné. Et même Michael Misa, par exemple, ça c'est une grosse oubli. Là. Je peux comprendre Marek Vanacker, mais oublier Michael Misa l'an dernier, c'est juste un gros lapsus cervical qui s'est passé chez l'équipe canadienne. Pour moi, c'était cette volonté-là de comme, construire une équipe qui était hyper solide. On dirait que c'était vraiment ça la vision. Puis il voulait pas risquer. Hein. Il y avait aucune... Puis comme... Bizarrement, c'est pas tellement un risque non plus. Non, comme, c'est tellement pas un risque. Le risque venait de son jeune âge. Je veux dire, c'est pour ça peut-être. Kevin McKenna avait 15 ans. Ouais, c'est vrai, absolument. Écoute, je pense qu'il y avait déjà l'année dernière dans la mentalité, là, au niveau de la sélection, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, vraiment pas. Il n'y avait aucune chimie sur ces trios-là. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis je pense qu'il y avait aussi un grand manque de vitesse. Tu sais, quand t'avais des gars qui était, tu sais, Porter Martin, je vais prendre l'exemple de Porter Martin parce que c'est un des joueurs qui m'a le plus frappé. Il était sous âge, faut le mentionner, cette année-là tout juste, mais était l'un des joueurs qui faisait le plus de bon sens sur la patinoire. Puis je pense juste qu'on a oublié l'idée que oui, c'est bien d'être solide sur ses deux patins, mais l'idée, c'est qu'on est dans un tournoi junior. Les grands gars larges vont pas faire une grande différence contre les autres équipes. L'équipe américaine, si tu regardes leur taille et leur poids, c'est une équipe extrêmement maigre. Genre, c'est une équipe petite, c'est une équipe avec beaucoup de talent qui va sûrement appliquer beaucoup de vitesse. Évidemment, on va jouer sur leur force. Et pour l'équipe canadienne, je comprends qu'on a aussi... on peut avoir les deux. C'est ça un peu notre force. On peut avoir des gars qui sont énormes et qui sont aussi talentueux, ce qui est bien. Mais tu sais, des gars comme Xavier Villeneuve, que j'aimerais tellement voir sur cette équipe-là. Xavier Villeneuve, pour 2 saisons consécutives, gagne le meilleur défenseur de la LGMQ. Ça, c'est pas fait souvent.
Yeah. Mais ça s'est fait du côté de Xavier Villeneuve. Pourrait facilement être le corps arrière d'un deuxième avantage numérique derrière Zane Perret qui serait sur le premier. C'est un petit joueur là qui donne cet éclat-là, qui apporte un sens de quatrième attaquant sur la patinoire. Aussi bon défensivement, ça ne dérange pas du tout. Mais je pense qu'on va juste attendre pour que Sam Dickinson donne justement sa raison d'être là ou non. Si les Sharks décident de le laisser, je pense qu'on va le laisser aussi, Sam Dickinson, jouer au Mondiaux Junior. Je ne verrais pas pourquoi on aurait tant besoin de Sam Dickinson quand il ne joue pas nécessairement de toute façon. Et un autre oubli, pour moi, c'est Justin Carbonneau. Tu regardes la liste, tu te dis qui est un marqueur prolifique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un gars là-dedans que tu peux cibler qui est un marqueur prolifique comme Justin Carbonneau. Justin Carbonneau a été repêché dans la Ligue en première ronde parce qu'il est capable de la mettre derrière le gardien adverse. Puis des fois, ça t'en prend juste un joueur comme ça pour qu'il fasse une énorme différence. Sure. Je pense notamment à... Dylan Gunther, pourquoi pas? Dylan Gunther, en 2023, c'était son rôle et il faisait ça à merveille. Il était super bon sur l'avantage numérique et a marqué le but gagnant sur une passe de Joshua Roy, je vous le rappelle, contre la Tchéquie en prolongation. Je vois juste pas un joueur comme lui sur cet alignement-là, mais j'ai hâte de voir si ça va faire nécessairement la différence. Évidemment, tous ces joueurs-là sont assez bons pour la mettre dans le filet. Mais c'est pas au point où tu en es inquiet de la production offensive. Aucunement. Je pense qu'on est capable de faire les deux. Ah, ouais, 100%. Tu sais, des gars comme Brady Martin, puis surtout Jake O'Brien, qui a élevé son jeu d'un cran, là. Côté junior, cette année, une quarantaine de points en 24 matchs. Ça fait aucun sens. Puis tu te dis, OK, mais c'est dans la ligue, c'est une ligue junior ontarienne, c'est toutes des joueurs juniors. Genre, ces statistiques-là sont importantes parce qu'ils vont jouer contre des joueurs juniors. On parle pas d'un stade de recrutement pour la Ligue nationale à l'instant. On parle d'une compétition entre des équipes qui sont tous d'un certain âge, sont tous des joueurs juniors, vont jouer contre des joueurs qui sont juniors aussi. Et l'importance d'ailleurs d'avoir des joueurs qui sont dans la NCAA aussi, par exemple, qui ont joué contre des joueurs un peu plus vieux de ce rythme-là, comme Gavin McKenna, comme Keen Veerhoff et compagnie. Mais non, je ne verrais pas une manière que la formation canadienne ne peut pas faire plus que les 13 buts qu'ils ont marqués l'an dernier. Mais je pense que vu qu'on voit ça présentement, ça ajoute aussi un certain élément de pression à cette équipe-là. Mais chevauché par Dale Hunter, on le sait que ce que Dale Hunter a fait durant les dernières années. Je veux dire, c'est lamentable. Il a gagné la Coupe Memorial l'an dernier. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, tout est sur la table pour Dale Hunter, puis j'ai vraiment beaucoup de confiance qu'il va faire quelque chose de bien avec cette équipe canadienne-là. Oui, puis je pense que c'est quand même un entraîneur qui a un style... pas nécessairement un style vieux jeu, comme je pense, évidemment, il a coaché beaucoup au niveau junior, donc il sait comment deal avec les jeunes. C'est important parce que à cet âge-là aussi, c'est une autre paire de manches complètement. C'est pas comme entraîner une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ces gars-là, rendus à l'âge où ils ont pas besoin d'entendre grand-chose souvent. C'est des gars qui ont beaucoup d'expérience. Le coaching se fait presque de lui-même dans un sens. Oui, au niveau des tactiques de jeu, tout ça, oui, c'est un autre aspect. Mais pour ce qui est d'un pep talk ou un truc du genre, souvent, ça va être par exemple, dans le vestiaire des Pingouins, ça pourrait être un Crosby qui va se lever ou un Malkin ou peu importe. Mais au niveau junior, il y a encore comme... Il y en a qui manquent peut-être un peu d'assurance encore à cet âge-là, qui n'ont pas nécessairement trouvé leur corde vocale encore ou l'habileté à justement venir booster un peu l'équipe avec des mots ou une analyse ou peu importe qu'est-ce que ce soit. Donc, ça te prend un coach quand même qui a une autorité, qui a vraiment qui peut mettre son point sur la table puis ramener tout le monde à l'ordre aux besoins. Je pense que Dale Hunter est probablement le choix parfait, le candidat parfait pour ça. Surtout qu'il l'a déjà prouvé là, à maintes et maintes reprises. Puis écoute, je pense que l'équipe Canada vraiment a besoin d'être redressée, d'être ramenée sur comme les rails, parce que présentement, on a vu vraiment que ça n'allait pas du tout là, les dernières années. Puis ça va prendre un coach qui va imposer une discipline aussi. Je pense que il y a peut-être un sentiment aussi de supériorité un peu qui s'est établi au fil des années du côté du Canada, de
de se dire, OK, ben écoute, on est le Canada, on est invincible, c'est notre sport, etc. Ouais. L'année dernière, je pense qu'il y a eu une grosse négligence, je te disais, avec les pratiques, justement, qui ont été annulées, etc. Pour moi, écoute, tu as tellement peu de temps pour assembler, pour souder cette équipe-là. Mm-hmm. Parce que ces gars-là viennent d'un peu partout, dans différentes ligues, de différents horizons, etc. Puis, il faut que tu trouves une façon vraiment de créer une cohésion puis une fusion à l'intérieur d'1 à 2 semaines. Pour ça, tu as besoin de pratiquer autant que possible. Mm-hmm. Tu as besoin d'essayer toutes les combinaisons pour être certain que lorsque tu arrives au match, tu as ton plan qui est établi. Et tu peux pas te permettre de juste cruiser puis de dire OK, on va se laisser transporter puis écoute, c'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. Il y a des équipes très compétitives, tout le monde veut gagner, tout le monde joue pour son pays. Il y a vraiment un enjeu qui est énorme. Puis des équipes comme la Suède ou la Finlande ou peu importe, c'est des équipes qui vont pas se laisser tasser, qui veulent... Tout le monde veut battre le Canada. Tout le monde veut battre le Canada. Puis si on n'est pas prêt à faire face à cette réalité-là de... Tu sais, oui, on arrive avec beaucoup de pression. On a une équipe qui a eu beaucoup de succès historiquement. Ben, ça vient aussi avec une responsabilité. C'est un privilège de jouer pour le Canada. Mais c'est quelque chose qui est évidemment pas à prendre à la légère. Puis je pense qu'on a été un peu trop un peu trop tranquille, un peu trop relax sur les talons lors des derniers tournois peut-être. 100%. Puis, écoute, avec ça aussi, j'aimerais rajouter l'idée que... Je vais prendre l'exemple de Caleb Desnoyers parce que je pense que c'est l'exemple qu'on connaît le mieux. Là. Caleb, qui présentement évolue avec les Wildcats, bien évidemment, est sur un trio avec Alex Mercier et Kuzma Voronin. 2 excellents joueurs pour la GMQ, Mercier et Voronin. C'est pas ça le problème. L'idée est que Caleb Desnoyers, évidemment, est une coche au-dessus de ces 2 joueurs-là et ne joue pas à son plein niveau, à son plein potentiel, parce qu'on ne peut pas nécessairement suivre le grand Caleb. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Je dis pas que Caleb est vraiment au-dessus des 2, mais il y a une certaine marche à grimper. Mais en jouant avec des gars comme ça te fait aussi être une version meilleure du joueur que t'es. Tu sais, là, Caleb Desnoyers jouerait sur un dernier trio avec notamment Jake O'Brien au centre. Je pense qu'on mettait Cole Rechny sur sa droite. C'est 2 grands joueurs qui sont déjà repêchés dans la Ligue nationale de hockey qui vont certainement faire une grande différence. Et de là à se trouver une certaine chimie, c'est encore plus facile quand tu as même des meilleurs joueurs sur ton trio. Mais je pense que le travail numéro 1 de Dale Hunter, là, lorsque il annoncera son alignement partant et tout, ce sera de développer cette chimie-là le plus tôt possible. Essayer de voir en entraînement déjà qui fonctionne avec qui, et ça l'aide un peu de l'idée que, tu sais, des gars, comme je l'ai déjà mentionné, Jet Luchenko et Jake O'Brien vont jouer ensemble dans la Ligue ontarienne. Déjà, ces 2-là pourraient facilement être une pièce maîtresse d'un 3e trio, par exemple, pour une équipe canadienne. Le 4e aussi avec Caleb Desnoyers, comme je l'ai déjà mentionné. Mais tu sais, ça va pas être nécessairement difficile d'aller chercher les meilleurs joueurs. L'idée, c'est de juste prendre ces joueurs-là puis les rendre meilleurs ou faire en sorte que ces joueurs-là jouent leur meilleur hockey pour te donner une meilleure chance. Mais c'est comme je l'ai déjà dit, gars, dans le circuit de la Ligue canadienne de hockey, il n'y a pas grand entraîneur-chef que je fais entièrement confiance. Mais Dale Hunter en est un, et même chose pour Gardner McDougall, parce que c'est des personnes qu'on a déjà vu évoluer avant. Je pense même que le respect pour Dale Hunter est déjà mérité de tout le monde. Tu sais, Dale Hunter, tu arrives là, puis tu sais déjà que c'est lui le boss. Tu n'as pas besoin d'aller chercher son respect d'une certaine manière, parce que c'est déjà un acquis, on dirait, dans le monde du hockey junior. Mais encore là, tout va se traduire durant le match. Puis on n'a même pas parlé de la défensive parce que je ne sais pas trop quoi dire par rapport à la défensive. Je suis un peu mêlé par rapport à il va y avoir 7 défenseurs dans le mix. J'ai jamais vu plusieurs de ces gars-là jouer, autres Harrison Brunick, Ketchon Aitchison, Zane Perek. J'ai vu Jackson Smith jouer aussi. À part de ça, les autres, j'en ai franchement aucune idée. Mais je pense que l'idée que ce soit lockdown, qu'on essaie de rien faire passer vers George Wevenkovic, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, en espérant
qu'on peut trouver un autre défenseur du caractère à Zane Perek toutefois pour mixer un peu cette offensive-là. C'est une chose qui manquait d'ailleurs aussi l'an dernier là, dans les mondiaux juniors, selon moi, de toute façon. Ouais. Puis c'est quelque chose que tu avais soulevé d'ailleurs quand tu as vu l'alignement. C'était, mon Dieu, la défensive comparée à l'offensive. Il y a quelque chose qui manque. Je sais pas si... Ouais, non, c'est sûr. Il y a un petit peu moins de piment, là, peut-être au niveau de la défensive. Mais je pense, écoute, devant le filet, on a la chance quand même d'avoir 2 gardiens très compétents. Là. Ouais. C'est pas des rognons là, qui sont là. Fait que ça, c'est sûr que ça va beaucoup nous aider. Je pense que si on peut simplement leur garder la tâche simple, essayer de dégager les lignes de tir, justement, je pense que c'est des gardiens qui vont très bien faire le travail. C'est un avantage quand même qu'on a à exploiter. Fait que ça va nous aider, inévitablement. Mais il faut s'assurer juste de... Tu sais, c'est du hockey junior. C'est un style de hockey qui est très rapide, qui a beaucoup de changements de momentum aussi. Je pense qu'il n'y a pas une catégorie de hockey où tu vois plus de changements de momentum. Ça va aussi avec la jeunesse, c'est l'inexpérience, puis c'est des fois de se laisser emporter dans le moment, de se perdre un peu à l'intérieur d'un match. C'est des choses qui vont arriver. Donc, il faut éviter comme ces gros breakdowns-là, puis essayer de rester calme dans toutes les situations. On n'a pas nécessairement beaucoup de vétérans de l'année dernière, de cette année. On en a 5 on en a quand même, sur l'équipe quand même. Qui sont là. Donc, ces gars-là auront un rôle à jouer aussi, d'essayer un petit peu de calmer les troupes, justement. Est-ce qu'on a annoncé les capitaines, les assistants? Non, pas encore. Rien d'autre. On va attendre les coupures. Les coupures sont censées être annoncées là, avant le 22 décembre. OK, si je ne m'abuse, donc dans 11 jours à partir d'aujourd'hui, là, et 10 jours à partir du jour où vous le verrez, donc demain. Mais écoute, côté capitaine, je suis tellement pas inquiet. Tu regardes ces joueurs-là, 75% sont déjà capitaines de leur formation dans la Ligue junior. Je serais pas surpris de voir un gars comme Caleb, notamment, avoir un C sur son chandail. Côté défensif, même chose. C'est que Sean Aitchison pourrait facilement avoir un A sur son chandail, mais bon, c'est des petits détails parce que ce qui importe, c'est pas la lettre, c'est ce que tu vas faire dans le vestiaire, sur la patinoire. Et tous ces gars-là, selon moi, c'est des personnes qui peuvent faire une différence côté leadership. Et en espérant que ça paraisse, mais avec un gars comme Dale Hunter, je pense que ça va être quelque chose qui va encourager, voire même obliger à ses joueurs vraiment d'être unis comme une équipe, chose qu'on n'a pas pu faire du tout l'an dernier. C'était un peu brouillon. Pour moi, c'est ce que je disais un peu. C'est un type de hockey qui est un peu plus volatile que le hockey typique, le hockey senior. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut s'assurer de... C'est bien d'aller chercher le momentum dès le début, de commencer tout de suite le tournoi en force avec... Parce que, oui, on va jouer des équipes peut-être un peu plus faibles en début de tournoi. C'est là qu'il faut que tu ailles chercher justement ton momentum, construire un petit peu ton jeu, travailler sur ta chimie. C'est là qu'est l'occasion de le faire. Tu as 3 bonnes périodes de hockey à jouer, par exemple, contre une équipe, je sais pas, on peut nommer peu importe la Suisse. Écoute, oui, naturellement, c'est une équipe qui, sur papier, va être un peu plus faible. Il ne faut pas que tu les prennes à la légère, puis il faut que tu utilises ce match-là au maximum. Il faut vraiment que tu t'en serves pour vraiment bien t'initier, t'immerger dans ce tournoi-là, puis t'assurer que tu es sur la même longueur d'onde avec tes partenaires de trio, ton partenaire en défensive, peu importe. C'est là qu'on va souder l'équipe. Puis l'année dernière, on a très mal commencé avec la défaite contre la Lettonie. Je pense que c'était dans le 2e match. Ça, c'est quelque chose, pour des gars qui sont juniors, qui sont peut-être un peu plus fragiles, c'est quelque chose qui peut rester vraiment peser un peu sur la mémoire. Puis c'est peut-être ça aussi qui a découragé ou qui a anéanti cette équipe-là par la suite. Fait que si on peut commencer le tournoi en force, justement, puis essayer de construire là-dessus, je pense que ça va beaucoup nous aider, rider le momentum un petit peu. Puis essayer de lutter aussi justement contre peut-être ces pensées négatives-là où c'est ça, c'est des jeunes, ils sont peut-être un peu plus susceptibles, mais ça peut être aussi un avantage dans le sens que si ils sont confiants, s'il y a le momentum qui est dans les voiles dès le départ, je pense qu'ils peuvent très bien rider ça jusqu'à la fin éventuellement. 100%. Fait que c'est quelque chose à garder en tête. Le hockey junior, c'est un hockey comme nul autre, puis c'est ça qui fait que c'est le fun à regarder aussi. C'est tellement toujours plaisant le fun à regarder ce tournoi-là. Tellement plaisant. À la suite de Noël, rien de mieux qu'un bon petit tournoi de hockey junior à regarder. Je me rappelle toujours de ces souvenirs-là, d'entendre la voix de Stéphane Leroux sur RDS chez Magasin.
grand-mère en regardant un petit tournoi d'hockey junior. Le premier que j'ai regardé, d'ailleurs, soit dit en passant, Ryan Ellis était à la défensive du Canada. Ok. Ça fait un bail. Ouais. Ça fait longtemps. Taylor Hall aussi, un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Je pense qu'on parle là, de 2010, si je ne me trompe pas, cette édition-là de l'équipe canadienne. Bref, on continue avec l'équipe canadienne, bon, et tout le hockey olympique, d'ailleurs, parce qu'on doit jaser de ça. Ouais. On va évoluer à Milan-Cortina en 2026 côté hockey sur une glace olympique qui n'est pas une glace olympique. C'est une glace qui fait beaucoup moins long en général. Une glace de hockey est 200 pieds de long. Là, on regarde à 186,3 pieds de long. Et la largeur qui est augmentée de 0,3 pouces de chaque côté. 186? Oui. OK, 14 pieds. Ben, 13, quelque chose. Ouais. Et là, c'est là la question quand même, parce qu'il faut se demander qu'est-ce que ça change, cette affaire-là. J'ai écrit quelques points, Phil. J'ai pas voulu nécessairement aller en grand détail parce que j'ai jamais évolué sur une glace plus petite qu'une glace de... à part si tu parles de pound, j'ai jamais calculé dans le fond la largeur. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Selon moi, le Canada va perdre un énorme avantage. Évidemment, une glace plus grande comme une glace olympique va faire en sorte que des joueurs comme McKinnon et McDavid vont briller sur la scène. Et je pense pas que... je pense pas, je le sais, là. Il n'y a pas d'autres joueurs qui seront aux Olympiques qui feraient une plus grande différence sur une glace olympique que McKinnon et McDavid. Tu parles de vitesse, tu parles d'agilité, tu parles de joueurs qui sont capables de le faire par eux-mêmes sur une certaine séquence. Je pense que le Canada perd un énorme avantage à cause de ça. Il faut aussi penser que le jeu physique américain sera encore plus sollicité. Ça veut dire que ça va donner encore plus de fil à retordre dans la formation canadienne ou peu importe qui veut passer derrière les Américains. Ce sera aussi beaucoup plus facile de déterminer une équipe avec ça, selon moi, Phil, parce que on a des espaces de patinoire qui sont restreints à un point où on n'a pas besoin de penser à un certain joueur dans ce genre de situation-là. Si la glace est plus rapprochée, ça veut dire que la vitesse va possiblement être moins utilisée chez chaque équipe. J'ai dit l'argument pour Drew Doughty hier. Évidemment, c'était un peu sarcastique. Là. J'ai poussé peut-être ma loque. Mais des joueurs de plus grand gabarit comme Colton Parayko, par exemple, vont avoir encore plus de facilité sur une plus petite glace. Je pense. Non, mais j'allais souligner le nom de Mark Stone aussi pour moi, qui est un joueur qui est très efficace sur une patinoire comme celle de la LNH, mais qui parfois, écoute, pour moi, dans le tournoi des 4 nations, avait un peu moins bien paru parce que peut-être ses déplacements ne sont pas les plus efficaces, les plus élégants. Fait que, ça peut être un joueur, par exemple, qui va trouver un peu plus là, son air d'aller sur une patinoire qui est un peu plus très intelligent, capable quand même de manœuvrer dans des espaces restreints. Fait que déjà ça, pour moi, c'est un joueur peut-être que je n'aurais pas considéré au début, qui revient dans le mix aussi. Fait que c'est certain que ça peut influencer certaines décisions. Ça, c'est clair. Mais écoute, ça reste... tous ces gars-là, ça reste des professionnels. Ils sont excellents à s'adapter à ce qui leur est présenté. C'est pas toutes les patinoires de la LNH qui sont pareils non plus. Donc, c'est quand même des gars qui en ont vu, d'autres qui en ont vu beaucoup dans leur carrière. Je pense qu'on a une équipe qui est quand même relativement expérimentée là, quand même au niveau du Canada aussi. Donc, je suis pas nécessairement inquiet par rapport à ça. Je pense que encore une fois, profiter des premiers matchs pour s'ajuster un peu. C'est certain qu'il va y avoir des adaptations à faire. Écoute, ça peut être même au niveau des angles, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont venir avec le temps, avec la pratique. Puis je pense que ça se fait quand même assez rapidement, l'espace de quelques matchs. Ces gars-là vont être conscients de peut-être le temps, l'espace qui est réduit, puis ils vont s'adapter en conséquence. Fait que je ne suis pas nécessairement trop inquiet de ce côté-là. Oui, c'est vrai que sur papier, ça profite à une équipe peut-être qui est plus physique, qui veut jouer l'homme. Ça, c'est clairement ça a été le style des États-Unis lors du tournoi des 4 nations. Mais nous, ça ne nous empêche pas aussi d'aller justement inclure des gars dans la formation qui peuvent répondre à ce genre d'altercation-là, comme un Tom Wilson, par exemple. Ouais. Donc, oui, c'est clair qu'il faut peut-être repenser à nos sélections de ce côté-là. Mais cela dit, mes inquiétudes sont
assez faible. Mais ce que j'aime pas présentement, c'est la discussion qu'on voit dans les médias parce que c'est surtout l'organisation qui se fait un peu sur le tas. Puis écoute, ils nous disent que la patinoire va être prête le 2 alors que le tournoi commence le 5 pour les femmes, je crois. Donc, tout ça, ça se fait vraiment là, dans les derniers instants. Et c'est pas rassurant pour justement le commissaire, Gary Bettman, puis Bill Daly aussi, qui sont à la tête de la Ligue nationale de hockey, qui, eux, prennent l'engagement, ils ont fait le saut, ils se sont dit, OK, pour la première fois depuis 2014, on va envoyer nos gars aux Olympiques. Puis là, ils voient que l'Italie, Milan Cortina, c'est comme, OK, ils n'ont pas de l'air d'être tellement à leur affaire côté hockey olympique. Fait que ça, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour Bettman et Daly qui voient ça. Puis eux aussi, ils pensent comme, tu sais, c'est une business. C'est une business. On l'a dit maintes et maintes fois. Et ils pensent revenus. Ils pensent, il faut garder nos joueurs en santé. Ah, la glace, va être plus petite. Est-ce qu'il va y avoir plus de contacts, plus de blessures potentielles? C'est des éléments qui vont évidemment être considérés par ces hommes-là qui sont à la tête du circuit. Et c'est peut-être écoute, le pire qui pourrait arriver, ce serait qu'ils retirent les joueurs de la compétition parce qu'ils ont encore le droit de le faire. Ils ont encore le temps aussi. Ils ont encore le temps de le faire. C'est en février et il n'y a rien qui les retient présentement. Il n'y a rien qui les oblige. Fait que du côté de Milan Cortina, il faut tout faire pour rassurer justement la Ligue puis rassurer les joueurs aussi parce que les joueurs ont leur mot à dire là-dedans 100%, également. Donc, pas personne qui se fait forcer pour jouer du hockey olympique. Non, absolument pas. Fait que c'est quand même à eux que le dernier mot revient. Hein. Puis même si de ma perspective, ça pose pas un énorme problème, du côté des joueurs, il y en a clairement qui pourraient se lever et dire attends une minute, là, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe présentement. Fait que, ouais, on va voir comment ça se développe, tout ça, mais j'aime pas cette organisation-là de dernière minute là, qui se fait présentement. C'est pas un bon look pour la Ligue nationale de hockey qui envoie ses joueurs là-bas, qui fait confiance aux Olympiques pour justement être à l'affût puis être auprès des besoins des joueurs. 100%. Puis, tu l'as déjà mentionné, mais un gars comme Tom Wilson, sur papier, pourrait faire une énorme différence avec beaucoup moins de surface à combler là, sur la patinoire. Là, c'est juste à voir qui sera remplacé par le grand Tom Wilson. Il faut aussi donner le chapeau à Sam Bennett qui... Bon, avait connu un début de saison horrible, là, mais tranquillement, mais sûrement, déjà, a marqué 7 points dans ses 3 derniers matchs. Semble être le Sam Bennett qu'on aimait l'an dernier. Qu'on aimait, bon. On va prendre une petite pause, là. Si t'aimes Sam Bennett, c'est que t'aimes les Panthers de la Floride. Si t'aimes les Panthers de la Floride, c'est que je t'aime pas. On va mettre ça au clair là. Mais, tu sais, pour une équipe canadienne, il a fait énormément. Il a marqué un énorme but, d'ailleurs, Sam Bennett, là, dans le tournoi des 4 nations. Fait que, je sais pas, il y a des choses certainement à surveiller côté équipe Canada. Je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à quand l'alignement sera sorti officiellement pour l'équipe canadienne. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on devrait tous rester à l'affût de, bien évidemment, avant Milan Cortina. Phil, segment sporadique aujourd'hui. Gars, je vais t'avouer, j'ai pris les règles, je les ai cassées en deux. J'ai passé juste dans le centre. Okay. Parce que j'y étais avec du basketball. Et là, là, tu le sais, on ne parle pas nécessairement de basketball de toute façon à cette émission ensemble. Oui, bien sûr. Je te Super, merci. Parce qu'il faut là que je le mentionne. On assiste à possiblement l'une des plus grandes dynasties de basketball depuis les Lakers du début des années 2000. Je parle bien sûr du Thunder d'Oklahoma City, qui présentement est à égalité pour le meilleur début de saison de l'histoire de la Ligue avec les Warriors de Golden State en 2016. Et eux, je vous le dis, avaient terminé avec 73 victoires et 9 défaites à leur fiche, ce qui est un record présentement du côté de la NBA. Et le Thunder, lui, qui est 25-1 pour débuter sa saison, la seule défaite est venue aux mains des Trailblazers de Portland par la marque de 121-19, où il manquait 4 joueurs de l'alignement partant du Thunder. Rien n'a trop
s'inquiéter. Mais si ce match-là s'était réellement passé avec tout le monde du Thunder, ça aurait été 26-0. Je veux pas... Puis le pire de tout ça, c'est que personne n'en parle. Moi, ça me déborde. Comment personne parle d'une équipe de basketball professionnelle dans la meilleure ligue au monde qui a perdu un match en 26 rencontres? Je me souviens comme si c'était hier, en 2016, quand les Warriors l'ont fait. C'est juste ça qui apparaissait sur nos médias sociaux, sur la télévision. Ouais. Et le Thunder, présentement, le fait avec une aisance. Une telle aisance que même les grands médias oublient que le Thunder est 25-1 et mettent aucun accent, il n'y a aucun effort qui est mis derrière l'idée que le Thunder, présentement, est historique parce qu'on a des attentes par rapport au Thunder et à quel point ils sont bons et dominants dans la Ligue. Qu'avoir une fiche de 25 victoires, une défaite, c'est presque normal. Je vous le dis, là, devant vos yeux, ça fait aucun bon sens. Bon... Ce petit segment sporadique, c'est un peu pour... je veux pas dénigrer personne, mais c'est juste pour dire que cette équipe-là est tellement bonne et que les gens sont juste conscients de l'idée qu'ils sont 25-1 et se disent, bon, OK, c'est juste une autre victoire du Thunder, on va passer à autre chose. Je vous le dis, là, on assiste possiblement à l'une des plus grandes dynasties de l'histoire du basketball. Tu regardes cette équipe-là, sont tous extrêmement jeunes, presque dans leur prime. Et quand je dis presque, ça veut dire... C'est pas l'équipe la plus jeune en moyenne l'année dernière. C'était l'équipe la plus jeune l'an dernier, ouais. Et on en a même rajouté cette année de la jeunesse. On n'a pas rajouté de la jeunesse, puis on s'est vieilli d'un an, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils sont encore extrêmement jeunes. Ouais. Quelques joueurs qui n'ont pas atteint leur prime encore. Et c'est la meilleure défensive de l'histoire du basketball. C'est un peu là que se finit mon sporadique. C'est juste pour vous dire, soyez vraiment intéressés dans l'idée que le Thunder fait quelque chose de monumental présentement parce que ça mérite beaucoup plus d'attention que ça l'en a selon moi. Puis même que personnellement, j'écoute le basketball, je l'ai découvert là, peut-être 4 à 5 jours. À quel point cette équipe-là était monstrueuse. Et là, je vais réécouter des matchs du Thunder parce que ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Quel plaisir de voir aussi Gilgeous Alexander qui puis Lou Gansdor, un Montréalais, c'est deux Canadiens sur cette équipe-là. Le basketball canadien va être cute. Bref, Phil. Mathieu, moi, je te parle d'un autre sport majeur américain. Non, j'y vais côté NFL, Mathieu, cette semaine. Avec, écoute, les Colts d'Indianapolis, Mathieu, ont été forcés d'interrompre la retraite de Philip Rivers cette semaine. Philip Rivers, si vous n'avez pas entendu ce nom-là depuis un certain temps, c'est normal. Il est là, il existe, mais c'est normal parce que, il a 44 ans quand même et participe maintenant aux séances d'entraînement de l'équipe qui est aux prises là, présentement avec de nombreuses blessures, notamment à la position de carrière. Bien entendu, la plus notable est celle de Daniel Jones, qui était survenu la semaine passée. Oui, de carrière partant pour les Colts. Et qui est sur la touche, lui, avec une déchirure du tendon d'Achille. Donc, ça, on s'entend que c'est pas une mince blessure non plus. Non. Maintenant, le réserviste Riley Leonard, qui, lui, doit composer avec un inconfort au genou également. Donc, ça les place dans une position extrêmement précaire, les Colts. Et, le comble, c'est que l'équipe est au cœur d'une course aux séries avec leur fiche de... était là. Ils sont à 8 et 5. Ils sont à 8 et 5. Si on ignore leur situation actuelle, je veux dire, oui, si on ignore les facteurs qui entourent justement l'équipe, les blessures présentement, l'équipe est dans la course aux séries à 8 et 5 dans sa division, donc deuxième à égalité, et affronte les puissants Seahawks qui sont 10 et 3 cette semaine avec justement on ne sait pas qui parce que ça n'a pas été révélé pour le moment. Le dernier match de Rivers lui remonte là, à 2020. Philip Rivers et les Chargers. Oui. Aïe. Écoute, Mathieu, peut-être qu'avec Noël qui approche, il y a un petit miracle en réserve pour les Colts. Mais j'en doute fort, cela dit. Tellement bon, en plus, en début de saison, les Colts. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Ça s'est écoulé, mais écoute, c'est des choses qui arrivent, les blessures comme ça.
on a une petite pensée pour les fans des Colts quand même. Les pauvres, ils ont tellement souffert. Depuis Peyton Manning, ils ont tellement souffert. Absolument. Hey, c'est le temps maintenant de passer à notre segment de nos 3 étoiles de la semaine. Phil, je débute en 3e position, oui, en 3e, avec Lando Norris, qui est devenu le champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi en fin de semaine. Ça a été une bonne course pour Lando qui a fini 3e, juste assez pour aller dénicher le titre, bien sûr. On va voir ce qui va se passer de son côté l'an prochain. 2e position, Phil, j'ai mis les Mets. Et là, tu vas te dire pourquoi tu as mis les Mets. J'ai dit parce que Pete Alonso et Edwin Diaz sont out, ce qui veut dire que les Mets sont officiellement pourris. Et ça, j'adore ça parce que les partisans des Mets, c'est des partisans qui réagissent énormément à ce genre de nouvelles et j'aime bien réagir aux partisans des Mets qui réagissent. Et finalement, la première position, bien évidemment, j'en ai déjà jasé, c'est le Thunder. Égaliser un record comme ça, c'est quelque chose. Encore une fois, mérite énormément de fleurs. Le Thunder est ma première étoile de la semaine. Oui, Mathieu, moi je vais avec un thème cette semaine, journaliste sportif. Je me suis dit ça s'était jamais fait encore. Ben oui, Mathieu, je continue mes thèmes côté 3 étoiles parce que j'aime bien ça. Ma 3e étoile de la semaine, c'est John Coleman, Mathieu, qui est un... Oh non, OK. Ouais. C'est qui? Je pense c'est lui qui a fait la liste bizarre de... il travaille pour qui? Il travaille pour le club de Carlisle United. Ah, never mind. C'est pas la même personne, pas en tout. Non, pardon. Écoute, ça m'aurait étonné que tu sois conscient de... Oui, parce que c'est un journaliste pour Carlisle United. Il a commencé en septembre 2005 dans la 2e ligue de l'Angleterre. C'était au moment où le club avait fait la promotion à la 2e ligue d'Angleterre, pardon. Et c'était récemment là, son 1000e match en tant que reporter quand même. Fait que c'est c'est spécial quand même de suivre une équipe pendant aussi longtemps. Puis on en a besoin de nos journalistes 100%. Sportifs qui justement nous tiennent au courant des moindres détails concernant notre équipe. Donc, qui fait un très, très beau travail à l'échelle locale. J'ai vu aussi qu'il avait été nommé par l'Angleterre comme le meilleur, le top journaliste sportif régional pendant 9 saisons. C'est arrivé 9 fois, à 9 occasions. Chapeau à son travail quand même. Et mon deuxième, c'est un certain... Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Je veux dire Christophe Glaizès ou peut-être Christophe Glaise. Lui, c'est un Français et... en mai 2024, alors qu'il couvrait un événement de foot en Algérie. Je dis foot parce que, bon... Un Français, oui, le foot. Couvrir un événement justement en Algérie. Et c'est à ce moment-là qu'il a été, après avoir écrit un article là, ou deux, a été arrêté par les autorités locales qui, finalement, c'est une affaire là, de restriction de la liberté d'expression, justement. Donc, on l'a censuré essentiellement. Okay. Et par la suite, c'est retrouvé dans des procédures judiciaires. Puis là, récemment, il avait en fait fait appel de la décision. Il t'a quitté? On vient de confirmer en fait qu'il devra passer 7 ans de plus en prison en Algérie. De plus, OK. Et en fait, c'est des tensions entre Paris et Alger qui durent quand même depuis un certain temps. Puis j'ai l'impression que ce journaliste-là, déjà, il n'a rien fait de croche là, et a été simplement un pion un peu qui est utilisé comme un peu... Comme défense, genre? Oui, c'est ça. C'est un otage dans quelque sens, là, si tu veux. Alors qu'il faisait simplement son travail. Donc, il y a beaucoup de pétitions qui circulent en France justement pour le libérer. C'est quand même un dossier qui a fait le tour quand même des manchettes là-bas. Il y a Macron également qui a parlé en sa faveur, qui a dit qu'il faisait tout en son pouvoir pour justement libérer ce journaliste-là. Courage à Christophe Glaizès là, qui effectue évidemment un travail difficile puis qui présentement se retrouve là, pour aucune raison un peu pris dans les échanges, là, les problèmes entre Paris et Alger.
Et donc, ma première étoile de la semaine, Mathieu, journalisme local. Tu connais sûrement Yvon Roy, tu le connais, bien entendu. Yvan! Qui, écoute, prend sa retraite. Ben oui, très, très bientôt. Je pense que c'est sa dernière semaine à la radio, si je ne m'abuse. Donc, oui, je lui fais un petit shout comme ça, un petit clin d'œil au journalisme local sportif qui a couvert, écoute, plusieurs, maintes et maintes reprises des événements sportifs dans la région. Donc, a fait un travail là, vraiment louable pour la communauté sportive au Nouveau-Brunswick et les environs. Shout-out Yvan, pour vrai. Quel homme. On le voit souvent d'ailleurs au match des Aigles. C'est ce qui va aussi d'ailleurs terminer ce 85e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Rostislav Olech. Je voulais savoir si tu t'en souvenais. Je suis vraiment content que oui. Vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, côté audio sur Spotify ou Apple Podcast et bien sûr sur la chaîne 9 et 10. Le premier duel canadien-pingouin de la saison ce soir. Donc, bonne chance. Oui, bonne chance. Meilleure des chances à toi. Jacob Fowler, d'ailleurs, qui fait son début. Premier de 3 duels en décembre. C'est absolument vrai. Et sur la chaîne 9 et 10, du côté de Rogers TV. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.